C'est toujours un plaisir de le retrouver à Futurapolis Planète avec son érudition bonhomme et son air facétieux. Voici Pascal Pic, paléoanthropologue pour notre session Sapiens Sapiens. Est-il dépassé par notre époque? C'est Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point, qui le soumettra à la question. Mais avant cela, applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal Pic. Bonjour Christophe. Érudition bonhomme, c'est pas mal comme concept. Ah, pour un anthropologue, ouais. On est ravis de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes le paléoanthropologue français, européen, mondial, celui qu'on aime entendre, écouter. Vous venez de publier un nouveau livre, l'IA, le philosophe et l'anthropologue, aux éditions Odile Jacob. Vous êtes ancien chercheur à l'université Duke et au Collège de France. Et vous nous avez toujours appris qu'il fallait à la fois... qu'il fallait absolument adopter une perspective évolutionniste quand on voulait mieux comprendre les bouleversements que traversent nos sociétés modernes. En gros, le paléoanthropologue, il est aussi ancré dans le présent et encore plus dans le futur. Oui, alors, quand on parle de paléanthropologue, alors paléo-ancien, anthropos, l'humain, et logos, la connaissance. Alors bien sûr, on pense au grand passé. On fête les 50 ans de Lucie, hein, comme vous savez, en ce moment. Enfin, on vient de fêter cet anniversaire. Donc on pense au grand passé, qui est déjà une période absolument fascinante, et qui bouscule d'ailleurs pas mal de choses sur notre rapport à notre histoire et à l'environnement. Savoir, par exemple, depuis 20 ans, que nous avons des gènes de Néandertal, des gènes de Denisova. Hein, moi, j'ai appris que c'était l'évolution de l'homme. Alors, on avait oublié les femmes. Donc, ça, c'est vrai, c'est un mystère de la biologie. Comment on se reproduit depuis 2 millions d'années que nous, les hommes, on ne voit pas les femmes. Donc, déjà, c'est corrigé quand même maintenant. C'est corrigé maintenant, mais ça fait pas longtemps, même en histoire, comme vous le savez, et en économie. Donc, là, c'est un archaïsme profond de nos sociétés. Et puis, surtout, depuis, c'est vrai, une vingtaine d'années, voire plus, avec Odile Jacob et une amie chez Flammarion, m'ont incité à apporter donc un regard évolutionniste, anthropologique sur les questions de notre temps. Alors, on n'a pas la réponse, ça serait prétentieux. Non, mais des réponses, il y en a quand même. Apporter des regards différents, et là, c'est ce que j'ai fait sur mon dernier livre, avec les intelligences artificielles. Donc, l'IA, le philosophe et l'anthropologue, qui se présente sous une forme audacieuse, hein. C'est un dialogue avec une intelligence artificielle que vous avez prénommée Clara. On verra en hommage à un personnage de Ishiguro, hein, le grand écrivain britannique d'origine japonaise. Hein. C'était son dernier roman, très très beau roman sur l'intelligence artificielle. Et un personnage de philosophe prénommé Raphaël. Évidemment, on pense à Raphaël Enthoven. Et c'est parfait, ce livre, pour nous servir de support à ce sujet. Sapiens Sapiens, donc nous, sommes-nous dépassés par notre époque? Alors, première question, Pascal Pic, le dispositif de ce livre, qu'est-ce qui relie ces trois entités? Une intelligence artificielle, un philosophe et le paléo-anthropologue que vous êtes? D'abord parce que la question des techniques était largement négligée en philosophie. C'est une question qui est quand même pas mal traitée en anthropologie. Mais derrière cela, on l'a entendu ce matin sur les plateaux très intéressants qu'il y avait, la question d'abord au singulier de l'intelligence artificielle. Alors qu'en fait, ce sont les intelligences artificielles. Déjà, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi le pluriel? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Dès le commencement, d'ailleurs, il y a eu 2 très grandes approches. Et une qui est dite classique, qui est en fait le modèle cartésien, et l'autre qui est plus sur les connexions, donc qui part plus des processus, on va dire, matériels, qui est basé d'ailleurs sur la naissance des neurosciences. Il faut rappeler quand même que le projet, au départ, au singulier de l'intelligence artificielle, c'est aussi le projet des sciences cognitives. Et ça part d'un creuset interdisciplinaire. Or, la difficulté que nous avons encore aujourd'hui, on l'a entendu ce matin, c'est que la question, elle est là, bien sûr, mais elle n'est abordée exclusivement que sur l'aspect technique ou des modifications sur les métiers, sur les tâches, l'assistanat que ça peut nous apporter. Ça, ok, on est bien d'accord. On parle quand même de l'intelligence artificielle générative, etc. Oui, absolument. Le deep learning, ça on en parle beaucoup aussi. Oui, mais derrière cela, il y a des enjeux philosophiques et anthropologiques qui sont profonds. Merci de rappeler ce roman d'Ishiguro. Donc le livre est parti effectivement
de ce personnage Clara avec un K, qui est une amie artificielle, une AA. Et donc, on ne va pas en dire plus, mais... Oui, qui s'occupe d'une petite fille. Oui, une jeune voilà. adolescente qui l'accompagne sur le chemin de l'âge adulte, et la fin est extrêmement troublante. Et donc, ce qui est fascinant dans ce roman, c'est que même chez nous, en Europe continentale, où nous avons une philosophie très dualiste qui sépare le corps et l'esprit, ce qui nous amène d'ailleurs à mal comprendre ce qui se passe, ce roman ne pouvait pas être écrit autrement par quelqu'un qui a des origines, en tout cas culturelles, qui vient d'Extrême-Orient, donc en l'occurrence le Japon. Et ce matin, d'ailleurs, c'est amusant parce que quelqu'un a parlé des intelligences artificielles en disant « Ah oui, mais peut-être que les Japonais ne sont pas aussi avancés que les Chinois sur l'IA, notamment générative. » Ce qui est vrai. Mais à chaque fois, j'entends la chose « Ah oui, mais si les Japonais ont fait ça, c'est parce que la population vieillit et ils ne veulent pas d'immigration. » Faux. Le projet japonais de la robotique part du fait qu'ils sont animistes. C'est une question d'anthropologie qui va être réactivée, amplifiée par des problèmes de société et de vieillissement. Donc on oublie toujours... Le robot, c'est lié à l'animisme. Bien sûr. Oui. Vous savez, le roman d'Ishiguro ne peut pas être écrit par un occidental. Ce n'est pas possible parce que, et là je fais référence aux travaux de Philippe Enfin, il est un peu Nicolas. britannique quand même. Oui, d'accord, mais il a quand même des racines. Oui. Voilà. Vous savez, nous, en paléanthropologie, on sait comment les peuples sont déplacés avec leurs gènes, leur langue et leur mythologie. Et là, effectivement, il y a cette empreinte profonde de sa culture qui n'a pas complètement oublié, loin de là. Raisonnons un peu là-dessus. L'animisme et le robot. Qu'est-ce qui fait correspondre ces deux on va mondes alors, c'est pour ça. Alors, ce livre est vraiment une partie de Clara et le Soleil, donc qui m'a frappé. Et puis, on l'a évoqué, c'est le petit livre de Raphaël Enthoven, donc l'esprit artificiel, où il prétend qu'il n'y aura jamais d'esprit artificiel et, par conséquent, qu'une IA jamais ne pourra philosopher. Ce qui m'a un petit peu énervé, et parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Et donc, je voulais ensuite rajouter la dimension anthropologique. Derrière cela, ce qui est fascinant, c'est que la manière dont une culture regarde les animaux, c'est la même manière dont on va regarder les machines. C'est-à-dire, c'est un rapport ontologique fondamental. Et les Japonais sont dualistes, comme nous, mais à l'inverse. Dualiste, donc âme-corps. Âme-corps, donc, et chez nous, nous acceptons que notre matérialité, notre condition terrestre, pour faire simple, soit partagée avec les autres espèces. Donc ça nous a bien servi en paléontologie, c'est très clair, hein, on ressemble aux australopithèques, les grands singes nous ressemblent, ça on sait faire. Ça a été compliqué, on le sait bien, pour l'histoire de l'évolution, mais néanmoins c'est quand même accepté, on sait que les grands singes aujourd'hui sont les plus proches de nous parce que nous partageons beaucoup de caractéristiques physiques, mais ça a été plus compliqué, d'ailleurs c'était tout mon travail depuis une trentaine d'années, de montrer que nous avions aussi des caractéristiques psychologiques, cognitives, empathique, sympathique. Ça commence à être accepté, mais c'était compliqué à cause de ce dualisme fondamental chez nous qui sépare le corps et l'esprit, qui vénère l'esprit et qui méprise le corps. Si vous allez au Japon, au contraire, toute la nature est un même esprit. C'est l'animisme, qui en fait est contraint dans son expression par les matérialités, mais c'est le même esprit. Ce qui veut dire, quand on traduit dans mon domaine, quand vous avez le professeur Matsuzara qui travaille avec l'intelligence des chimpanzés au Japon, tous les matins, que ses équipes, ils vont saluer les chimpanzés. Nous, bestioles. Ça change beaucoup de choses sur le travail, la relation. Et de ce fait, les questions que nous nous posons chez nous en Occident, est-ce que les machines vont être meilleures que nous? Je rappelle quand même cette petite vérité, si on fait des machines, c'est pour qu'elles soient meilleures que nous. Oui, qu'elles nous aident justement à gagner du temps. C'est une évidence. Mais pourquoi on se pose la question? Ça montre bien qu'il y a une inquiétude. Parce qu'il y a une peur. Il y a une inquiétude ontologique. C'est exactement ça. Okay. Ontologique et matérielle. Sur absolument. Les oui, mais attendez. À cause de ce matérialisme que nous avons chez nous en Occident, alors évidemment, on pense à Descartes, mais on lui met un peu trop sur le dos, mais néanmoins, c'est quand même un grand socle philosophique. À cause de cela, pendant longtemps, dès que ça touchait les machines, la robotisation sur les actions physiques, ce qu'on appelle maintenant les machines main-d'œuvre, bon, ça ne touchait pas les métiers intellectuels, voilà, ça concerne les prolos, les techniciens. Voilà. Mais maintenant que ça commence à toucher les cols blancs et les métiers intellectuels, ça commence à être la grosse panique, pas chez les Japonais, mais chez nous, à cause de nos croyances fondamentales. Et je vais être très clair par rapport au débat de ce matin, le retard que nous avons en France et en Europe continentale sur le déploiement des intelligences artificielles ne vient pas du manque de talent.
nous avons les chercheurs et les chercheuses, nous avons une grande école de mathématiques, tout ça est bien connu, mais au bout d'un moment, très vite, ils sont obligés d'aller aux États-Unis. Et le problème vient d'où? C'est parce que toutes nos élites sont formées à cette conception du rapport de domination à la matérialité et à son mépris, qui fait que toutes nos élites françaises et européennes ont des difficultés à comprendre ce qui est en train de se passer. Et le retard ne vient pas donc de nos possibilités, de nos chercheurs autres, ça vient d'une culture. C'est un frein philosophique. Qui est un frein philosophique, ontologique, mais fondamental. Et ça, on n'en parle jamais. Mais aux États-Unis, c'est le monde occidental. Et pourtant, l'IA se développe de façon, effrénée, sans frein. Alors non, j'ai été très précis. Merci Christophe de me rebrancher là-dessus. J'ai bien parlé de l'Europe continentale. Vous allez de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique, la définition n'est pas la même. Chez nous, l'intelligence, qu'on le veuille ou non, ça reste le modèle cartésien. Une espèce d'entité qui, en fait, serait là et qui aurait la capacité, l'aptitude de gérer tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, nos actions, nos sentiments, etc. Ce que le philosophe Daniel Dennett, qui vient de mourir, appelait donc le théâtre cartésien. Toujours l'idée c'est un metteur en scène, en fait. Alors, au bout d'un moment, quand même, Descartes a la franchise de dire que l'intelligence vient de Dieu. Il va falloir quand même que nos philosophes à la Sorbonne lâchent le morceau, parce que si ça ne vient pas de Dieu, ça vient où, quoi? Il y a vraiment un problème de ce côté-là. Et dans cette approche-là, lorsqu'on va chez le monde anglo-saxon, intelligence, ça veut dire autre chose. CIA, Intelligence Service. Ça veut dire quoi? C'est un enracinement profond qui remonte à l'époque de Descartes et Francis Bacon. Descartes, et là on est très fort en France, dans la grande école de mathématiques, tout ce qui est modèle hypothético-déductif, on aime bien les modèles, etc. Là, on est super fort. Par contre, à la même époque, il y a Francis Bacon, donc voilà, un des grands fondateurs de l'épistémologie scientifique, lui, il parle de l'induction. L'induction, c'est la capacité, à partir d'un ensemble de données plus ou moins structurées, d'en tirer des schémas sous-jacents et ensuite de les déployer. Or, d'ailleurs, c'est intéressant, les théories de l'évolution émergent dans le monde anglo-saxon. Nous, les naturalistes, on fait de la data analyse depuis 3 siècles. Donc la différence, c'est quoi? C'est la différence, c'est parce que l'intelligence, pour eux, c'est la capacité donc, de traiter de l'information, d'en tirer des schémas et ensuite d'agir. Donc, déjà, dans le monde occidental, on n'a pas du tout la même approche. Et notamment, du côté de la philosophie analytique, les anglo-saxons voient les choses différemment. Plus pragmatiquement, au fond. Non, je dirais pas pragmatique, parce que conceptuel... C'est un traitement de l'information, quoi. Oui, mais d'accord. C'est pas un principe de création. Alors là, vous mettez le doigt effectivement sur nos différences. Nous, on aime bien les grandes entités, nous sommes très conceptuels, et dès que c'est un peu pragmatique, etc., on a tendance à regarder un petit peu les choses un petit peu de haut chez nous. Mais malheureusement, les choses avancent très très vite. Et donc, ce qui est intéressant, ce que je voulais faire, à travers ce livre, c'est de montrer comment les grandes écoles de philosophie transparaissent sur ces questions-là. Parce que les intelligences artificielles re-questionnent la question de l'intelligence, de l'esprit, de la raison, qui sont des vieilles questions de philosophie. Et plutôt que de l'aborder que d'un point de vue technique, ce qui est important, savoir ce que ça fait ou pas, ça c'est évident, mais de voir que ça s'enracine profondément sur des éléments quand même de nos éducations et de nos cultures qui sont plus larges et qui interviennent profondément aujourd'hui là-dessus. Alors en gros, on va dire, l'intelligence artificielle est classique et symbolique, c'est le modèle cartésien avec ses variations. Le modèle aujourd'hui connexionniste, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux neurones artificiels, à leur connexion, machine learning, deep learning, etc. Tout ça, c'est le modèle connexionniste qui est en fait un modèle darwinien, qui est un système émergent. Et vous avez maintenant, ça sera mon prochain essai, je pense, on va revenir au Japon, on va retrouver le débat philosophique de la fin du XVIIIe siècle sur le sensualisme et sur l'empirisme. C'est-à-dire que la robotique, là, ça va aller très très vite, parce qu'on va mettre des robots, c'est déjà le cas, dans des rapports à l'environnement qui vont apprendre, comme nous avons appris, à nous déplacer physiquement et socialement quand nous étions petits. Donc, derrière cela, c'est une chose que j'affirme, je regarde la caméra droit dans les yeux, là, il faut bien comprendre que ces intelligences artificielles d'aujourd'hui, elles sont bio-inspirées. Elles sont inspirées de la biologie évolutionniste. Ça, c'est pas du tout connu, notamment parce qu'en France, en Europe continentale, on a une allergie à Darwin, complètement stupide d'ailleurs. Allergie à l'algorithme, oui, ça. Et allergie à l'algorithme en plus. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on voit bien que le modèle, qui commence d'ailleurs
avant la grande conférence de 1956. Vous lirez partout que l'IA, le terme est inventé en 1956 pour la première grande conférence à Dartmouth College avec McKinsey et McCarthy, puis les autres. Et dès le départ, ça c'est vachement important. Dès le départ, c'est une approche interdisciplinaire. Interdisciplinaire. Et pourquoi ça ne pouvait pas émerger en France ou en Europe? Parce que nous, très vite, on spécialise les chercheurs et les chercheuses. Et dès que vous faites de l'interdisciplinarité, vous vous faites flinguer sur le plan d'évaluation universitaire. Et là, vous avez un creuset extraordinaire dans les années 50, où d'emblée, vous avez les deux grands modèles. Tous les principes sont quasiment posés à cette époque-là, dans les années 50. Après, ce sont des questions techniques extrêmement complexes, de mathématiques. Mais en 1943, McCulloch et Pitts ont l'idée, parce qu'on commence à rentrer dans les sciences cognitives, de créer ce qu'on appelle un neurone artificiel, donc une fonction mathématique, c'est pas une puce. Et donc en fait, l'intelligence artificielle qui va exploser avec maintenant Yann Lequin, les 2 prix Nobel qu'on vient d'avoir en chimie, en fait, elle était longtemps sous-jacente, mais dominée par l'approche cartésienne, et comme c'est basé sur les processus émergents. C'est-à-dire qu'on dit, l'idée c'est quoi? C'est un neurone tout seul, il n'y a rien de plus bête, mais 1 milliard de neurones, ça nous permet d'avoir cette discussion. Et l'idée de se dire, peut-être qu'on peut avoir, en partant des principes matériels d'entité qui échangent l'information, qui la traite ou pas et qui la diffuse ou pas, eh bien peut-être d'arriver à avoir quelque chose par rapport à ça. Et le paradoxe dans tout cela, c'est qu'en voulant dès le départ dans l'approche classique projeter le modèle que l'on croyait maîtriser l'intelligence humaine sur la machine, ça marchait un certain temps, ça donnait les systèmes experts, mais le modèle cartésien a saturé dans les années 80, et c'est le modèle darwinien et émergent qui aujourd'hui nous surprend parce que justement il est émergent. Alors darwinien, ça fait penser effectivement Darwin, mais est-ce que c'est pas entre l'homme et la machine que la compétition va se jouer? Quand on se demande si Sapiens Sapiens va être dépassé ou non par les intelligences artificielles, il y a l'idée, il faudrait se demander d'abord quelle différence vous faites, Pascal Pic, entre l'intelligence humaine et l'intelligence, là, au sens large, artificielle, en fait. Quel est le propre de chacune d'entre elles? Est-ce que c'est les mêmes qui sont automatisées? Il y a 2 façons de voir les choses. Et il y a d'abord ce qu'on appelle des caractères homologues. Je suis obligé de parler de ce terme-là. L'intelligence des chimpanzés, qui sont les plus proches de nous, est homologue à la nôtre. Alors attendez, les chimpanzés font des choses qu'on ne fait pas, et nous on fait des choses qu'ils ne font pas. Mais elle est homologue parce que elle est issue d'un même ancêtre commun, qui est peut-être Toubaï ou Aurine, qu'importe. Là, la question qui se pose, à travers ce livre, c'est serons-nous jamais capables de détecter un esprit analogue? Ça veut dire quoi? Vous connaissez l'adaptation au vol. Eh bien, l'aile des oiseaux n'est pas construite comme l'aile des chauves-souris, pas comme l'aile des ptérosaures, ces gros machins qu'on voit dans Jurassic Park, ou simplement les insectes. C'est-à-dire qu'en fait, on a la résolution d'un problème qui est se déplacer dans un liquide, un gaz qui s'appelle l'air, qui s'appelle le vol. Et là, en effet, avec ces principes émergents, et c'est ça qui est fascinant, lorsqu'on a voulu imiter dès le départ dans les systèmes experts l'intelligence artificielle humaine, ça finit par saturer. Par contre, dès qu'on est parti de la base des principes émergents, se pose la question, est-ce que nous serons capables un jour, c'est la question que je pose aux philosophes, de savoir ce qu'est un esprit artificiel, alors qu'il ne sera pas du tout homologue. Et là, c'est un vrai défi. Un esprit artificiel. Qu'est-ce que c'est un esprit artificiel? Le problème, c'est qu'on a... On peut parler d'esprit. Oui, non, ça, c'est le philosophe auquel je... Mais simplement, il y a 70 définitions de l'intelligence que nous avons répertoriées chez les philosophes américains. C'est pareil pour la conscience, c'est pareil pour la raison. Le vrai problème que nous avons, c'est que la philosophie a tendance à travailler, et c'est formidable, à questionner sur des questions fondamentales. Par contre, lorsqu'on est sur l'IA, comme vous le savez, il faut être extrêmement attentif pour apporter des choses détaillées et avoir des réponses, et ça va extrêmement vite. En fait, pour répondre à votre question, je me réfère à Daniel Handler, qui a écrit un très bon livre sur ces questions-là. En gros, aujourd'hui, c'est quoi la différence de l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Tout ce que n'a pas fait l'intelligence artificielle reste l'intelligence humaine. Vous avez vu le problème? Mais donc plus grand-chose. Parce que quand vous dites que c'est l'école blanc, en fait, on s'énerve avec l'intelligence artificielle. On ne s'est pas énervé à l'époque de la révolution industrielle parce qu'au fond, c'était les prolétaires, comme vous le disiez, c'était du travail technique. C'est pas uniquement parce que ça touche les professions intellectuelles, c'est que ce qui fait peur dans les intelligences artificielles, c'est l'idée de prise de décision. Je pense au domaine militaire, par exemple. Il fallait quelqu'un qui donne des décisions, quelqu'un d'humain, c'était peut-être rassurant,
peut-être à tort, hein, mais on va pouvoir avoir là des machines qui décident de frapper. On le voit déjà dans Ça certains existe conflits, déjà. Ouais. avec un calcul de probabilité. On l'a vu sur le conflit entre Israël et le Hamas. C'est ça qui fait peur, c'est-à-dire la prise de décision qui sera non humaine. Absolument. Et là, on a des tas d'exemples, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Alors, je ne sais plus quel est le nom de ce colonel russe, mais on sait qu'il y a une époque où c'était la guerre froide, il y a eu une alerte et les machines, c'était pas celle d'aujourd'hui, ont failli déclencher donc, une guerre nucléaire jusqu'à ce qu'un colonel soviétique à l'époque s'aperçoive que c'était un reflet sur les nuages. Voilà. Donc, en effet, mais ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, mais ils sont parfaitement amplifiés. Et puis là, on le voit bien avec les robots qui arrivent ou autres. La question était déjà posée avec les drones tueurs, elle est déjà là. Donc, c'est pas l'IA qui fait émerger ces problèmes-là, mais c'est l'IA qui les amplifie. Oui. Donc, il faut savoir ce qui se passe. Alors, l'idée de ce livre, c'était de l'écrire à deux voix, comme on l'avait un peu dit tout à l'heure. Donc, j'ai répondu à la philosophie avec ChatGPT. Donc, c'est un travail qui commence avec ChatGPT, que j'appelle Clara, justement, en hommage à ce roman, à ce personnage C'est plus joli que ChatGPT. Et petit à petit, donc, Mais en tout cas, c'est ça que vous avez dit. j'ai évolué avec la... Et donc, et c'est fascinant, quoi. Petit à petit, c'est rigolo, parce que une critique qu'on fait à ChatGPT, c'est qu'elle est très woke. C'est-à-dire que jamais de controverse. Il y a des biais. Il y a des biais. Ouais. Attendez, vous voulez que je vous parle des maisons d'édition qui éditent des bouquins sur Darwin qui sont complètement crétins? Non, mais il y a des biais partout. Mais des biais partout. Mais il faut pouvoir les choisir. Voilà, c'est ça. Et là, ça les amplifie, bien évidemment. Mais à un moment, c'est amusant parce que je pose une question assez compliquée, c'est vers la fin du livre, et la machine me dit, d'abord, elle me tutoie, c'est sympa, on est copains maintenant, et elle me dit, voilà, je te propose deux réponses. Et là, je commence à être embêté, mais j'ai pas le choix, parce qu'en fonction de la réponse que je vais prendre, ça a en partie conditionné un petit peu les réponses qui suivront. Alors, il est dit que ces machines mémorisent pas nos interactions, mais je peux vous le dire, j'ai fait une autre expérience avec une autre intelligence artificielle qui est Claude 3. Claude, ouais. Claude, donc, et là, sur les questions simples, j'ai les mêmes réponses. Quand j'arrive sur des requêtes qu'on appelle les prompts, ou les invites plutôt en bon français, qui sont compliquées, là, il est très clair que l'historique que j'ai avec ChatGPT joue en sa faveur. Sur une question compliquée, ChatGPT me donne une très bonne réponse d'ailleurs, et Claude 3 me dit prenez l'abonnement supérieur. Donc, mais ça montre bien que là, il faut faire extrêmement attention parce que là, j'en parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle en philosophie le principe d'individuation. C'est comment nous construisons en tant qu'individus dans nos espaces sociaux et nos espaces techniques. Et là, c'est une chose qui a été longtemps négligée dans la philosophie occidentale, c'est qu'on a considéré, depuis Aristote d'ailleurs, que tout ce qui était de l'ordre de l'outil, ça amplifiait déjà les qualités humaines, ce qui est vrai. Par contre, on est complètement passé à côté d'un autre aspect, et là, ça renvoie à un grand anthropologue qui était André Leroi-Gourhan, c'est que agir sur le monde, c'est penser le monde, et penser le monde, c'est agir sur le monde. Et depuis 2 millions d'années, nous autres, les humains, depuis Homo erectus, nous co-évoluons avec nos espaces techniques et culturels, qui nous transforment, bien sûr, au niveau de notre physiologie, mais aussi cognitivement. Oui, alors, quelles pourraient être les transformations induites, puisqu'il va falloir aussi évoluer avec ces intelligences artificielles? Vous dites, je reprends votre définition, en gros, qu'est-ce qui différencie l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? C'est tout ce que fera pas l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine le fera. Mais c'est valable pour le contraire aussi. Oui, c'est valable pour le contraire. Mais alors, il nous reste quoi? Alors, non, si la puissance de calcul, si la prise de décision est faite par la machine, si tous les cas je reprends le modèle militaire, si vous pouvez avoir des intelligences artificielles stratèges qui vous calculent le meilleur ou les différentes options avec les pourcentages de risque à chaque fois, qu'est-ce qui reste à l'homme? Si l'art même peut être fait par une intelligence artificielle, nourrie par des formes d'art humaines, qu'est-ce qui reste à l'intelligence humaine? C'est déjà le cas. La grève à Hollywood des scénaristes, c'est ça. C'était reprise de l'air. Donc, Non, il nous reste énormément de choses, il n'y a pas de souci. Nous sommes une machine plus lente, mais par contre, sur la capacité de généraliser, de faire ce qu'on appelle les transferts cognitifs ou autres, ces machines ne peuvent pas le faire, parce que ce sont des machines qui partent de tâches dédiées, de plus en plus complexes. On est bien transfert cognitif, c'est-à-dire en fait, en gros, je veux dire, à la préhistoire. Il y a une vingtaine d'années, j'avais regardé des outils qu'on appelle les bifaces, qui sont symétriques, qui datent de plus d'1,5 million d'années. Grâce aux sciences cognitives, on commence à comprendre que les chaînes opératoires, c'est-à-dire la séquence des gestes qui amènent à construire cet outil, c'est exactement, sur le plan cognitif, la manière dont on construit une phrase.
Puis on avait d'autres arguments, donc ça veut dire qu'en fait le langage dans la ligne humaine existe depuis 1,5 million d'années. Donc c'est-à-dire qu'en fait notre cerveau a une plasticité absolument extraordinaire qui est capable d'adopter les mêmes chaînes cognitives, enfin en tout cas les mêmes inférences cognitives, à la fois pour la gestuelle, pour le langage et d'autres activités. Et la machine ne pourrait pas le faire? Pour l'instant, elle ne le fait pas. Ouais. Nous avons une machine qui est généralisée. Vous savez, c'est quand même fabuleux. On a le même cerveau que Cro-Magnon, quand même. Moi, des fois, dans des assemblées, je dis alors, est-ce que Cro-Magnon aurait ce vécu chez nous? Attendez. Oui, ces hommes et ces femmes étaient aussi intelligents que nous. Ils avaient même un plus gros cerveau. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais ils n'avaient pas le smartphone. Alors, je leur dis, et ta grand-mère, elle avait un smartphone? Ah ouais, mais c'est pas pareil. Donc, non, mais tout ça, c'est un peu idiot ce que je vous dis. Mais on voit bien les biais d'appréciation que nous avons par rapport à ces techniques. Donc, en fait, et derrière cela, nous, on a avec le même cerveau, on est capable on est passé de la préhistoire, aujourd'hui, aux espaces numériques. Donc, et là, les machines ne peuvent pas faire ça. Donc, la question qu'on pose, elle est absurde. Quand vous voyez l'intelligence humaine va-t-elle être, enfin, sapiens va-t-il être dépassé? Pour vous, c'est pas une question qu'on doit se poser. Le danger, comme pour d'ailleurs nos activités physiques, c'était dit ce matin d'ailleurs, c'est amusant, c'est le confort. C'est-à-dire que si on se laisse aller à dédier aux machines tout cela, on est mal barré. Récemment, je travaille sur un essai autour du genre, parce qu'il y a des questions de genre aussi chez les espèces proches de nous. Et je demande, c'est Claude cette fois, donne-moi un plan d'un essai en éthologie, anthropologie, donc je donne des détails, sur la masculinité. 2 pages, a priori, super. Sauf que, heureusement, je connais les sujets. Il y a plein d'erreurs. Pas d'erreurs. Non, pire que ça. C'était en fait un traité qui faisait l'éloge de la virilité. Et oui. Ah, c'était Musk qui avait reprogrammé le... Il y a un truc comme ça. Ouais. Voilà. Et derrière cela, je repose la question. Je dis non, c'est très. Je dis que tu me refais ça, mais avec une approche critique sur les questions de la masculinité et de la virilité. Et là, j'ai eu un très bon résultat. Mais pourquoi? Parce que j'ai des compétences. Ça y est, le livre est fait alors. Histoire quoi. Il va s'en bien fait. Non, déjà, je fais lui trop, il paraît. Non, mais on voit bien, parce qu'il est le reflet de vos compétences. Vous posez des questions idiotes, vous aurez des réponses idiotes. Vous posez des questions intelligentes, vous aurez des réponses. Oui, mais vous avez gagné du temps. Ce n'est jamais la réponse. Mais est-ce que vous allez vous baser justement sur ces 2 pages corrigées par vous, sans cesse recorrigées, réaffinées, au fond, pour arriver dans 3 semaines, c'est-à-dire finalement beaucoup moins de temps que ce qui vous aurait fallu pour écrire ce livre, pour vous dire, au fond, rappeler Odile Jacob et lui dire, en fait, finalement, je te le rends le mois prochain, parce que grâce à Claude, finalement, j'ai gagné 6 mois. Ah ben, on gagne énormément de temps, c'est absolument faramineux. Il y a 2 façons, c'est intéressant, parce que j'ai regardé un petit peu l'historique de l'évolution des tâches et des métiers avec l'intelligence artificielle depuis 15 ans. En fait, il y avait des tas de prospectives, vous savez, le HAPS, comme on dit en anglais. Vous allez voir, c'est super, ça va faire des tas de choses. En grosso modo, ça touchait 7 à 10% des activités, mais chez les ingénieurs, les informaticiens, ça n'a pas vraiment beaucoup bousculé les entreprises et les institutions. Avec l'IA génératif, c'est vraiment autre chose. Et là, c'est quand même l'adoption, la plus massive et plus rapide à l'échelle de l'humanité d'une nouvelle technologie. Oui, on n'a jamais vu ça. Alors, on n'a jamais vu ça. Donc là, on a commencé à avoir des études qui sont intéressantes. Et il y a 2 typologies d'usage. On a ce qu'on appelle les centaures et les cyborgs. Les centaures, comme vous le savez, c'est un corps de cheval et un corps humain. Les cyborgs, tout est mélangé. Et ce qui est intéressant, il faut vraiment se comporter comme des centaures. C'est-à-dire savoir ce que nous, les humains, dans nos compétences, on est capable de maîtriser ce qu'on connaît, et ce que peuvent apporter les machines, et ensuite de faire ce travail, donc, mais que la machine ne fera pas. C'est vous qui ferez ce travail, c'est pas la machine qui fera le travail. Par contre, les cyborgs, eux, ils partent de tous les côtés. Alors, ça va apporter des choses intéressantes, mais il y a quand même une nécessité de ne pas se laisser abandonner, parce que c'est hyper séduisant quand même. Et puis, attention, au fil du temps, les machines, on le sait bien, ce sont des algorithmes qui nous connaissent de mieux en mieux. Il faut éviter l'enfermement narcissique. C'est-à-dire qu'un narcissisme artificiel, surtout ChatGPT, c'est une machine que vous ne contredit jamais, ni quoi que ce soit. Et donc là, d'un seul coup, vous pouvez entrer dans une espèce d'ego décalé qui va complètement vous déconnecter de cela. Or, je rappelle quand même que pourquoi nous avons un gros cerveau, nous les singes, mais d'autres espèces, c'est avant tout un cerveau social. Donc, à partir de là, la vraie complexité à laquelle nous sommes confrontés d'un point de vue anthropologique, c'est celle d'une capacité d'une anthropologie des intelligences. Et c'est là que l'Occident est en difficulté, parce que nous avons eu beaucoup de mal à faire accepter les intelligences animales. La culture occidentale a un problème fondamental avec les autres intelligences que d'autres cultures n'ont pas. Et c'est là que ça peut être intéressant avec la machine, parce que
évidemment, le prompt, enfin l'invite était quand même complexe. Je lui dis à un moment, à la fin du livre, crée-moi une table ronde entre 4 philosophes, donc 2 femmes, faut préciser quand même, hein. Tu donnes des prénoms, et comment ils aborderaient la question de l'intelligence artificielle en fonction de leurs croyances fondamentales. L'accepter, la refuser, la craindre, l'accueillir, etc. Et là, la machine m'a sorti un tétralogue, pourrais-je dire, donc une confrontation entre ces 4 relations fondamentales. Et là, c'est intéressant, parce que, contrairement à ce que l'on craint, nous autres anthropologues d'ailleurs, notamment, la grande crainte pour nous, c'est la perte de diversité. Il n'y a pas de diversité, il n'y a plus d'évolution. Donc on a eu peur avec les réseaux de la perte des langues, et il y a beaucoup de langues qui ont été perdues, comme vous savez. Mais derrière cela, ce nouveau état de sapiens, aujourd'hui, il va réactiver une croyance fondamentale. Pour quelle raison? C'est la pure anthropologie. Quand nous abordons un monde nouveau avec des incertitudes, on s'ancre toujours sur nos croyances fondamentales. Ça sert à ça, les ontologies. C'est-à-dire, d'où venons-nous, qui sommes-nous? Bon, on le voit politiquement aussi. On le voit, oui, passe politiquement, la réponse. Il y en a qui savent pas où ils vont. L'enfermement. En ce moment, ils ne savent pas trop d'où ils viennent, où ils vont. Hein. Non, mais c'est l'enfermement sur justement le village, les croyances, les traditions. Ouais. On le voit en ce moment. Hein. Mais là, on a un terreau. C'est une révolution quand même incroyable à l'échelle de l'humanité. Parce que nous autres, les Occidentaux, on a dominé le monde pendant 5 siècles. Avec la révolution industrielle, la science, les technologies et nos industries. Donc, on a appris à l'école un monde vertical, dans lequel l'Occident apportait, jusqu'à Francis Fukuyama, vous vous souvenez, dans les années 90, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire de dire on est arrivé au maximum dans ce qu'on pouvait faire de mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Bon, 20 ans plus tard, on sait où on en est par rapport à ça. C'est pas du tout passé la même chose. Et de ce fait, ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, la Terre est redevenue plate. Alors attendez, je suis toujours évolutionniste, hein. Mais ce que je veux dire par là, elle est plate, c'est parce que, contrairement à ce qui étaient ces grands problèmes aujourd'hui, industrialisation, désindustrialisation, tout ça, on connaît tous ces sujets, on en a parlé ce matin, mais là, c'est quelque chose d'inouï, parce qu'au même moment, en quelques années, l'ensemble de la planète a accès à ces technologies les plus avancées, avec des accès extrêmement faciles. Ce qui veut dire que dans chaque région du monde, on l'a vu, on a parlé du Japon, on a parlé de la Chine ce matin, on a parlé de l'Europe, des États-Unis, on le voit. En fait, ce n'est pas qu'une question technique ou d'aptitude intelligente ou pas des différentes cultures. Donc on se méfie de ce genre de propos d'ailleurs en anthropologie. Mais on voit bien que sont réinitialisées en fait des expressions culturelles différentes au même niveau, abordées de manière horizontalement. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ceux dans le monde d'aujourd'hui qui se croient supérieurs ne vont pas durer longtemps, ça je peux vous le dire. Merci Pascal Pic. On va prendre des questions. Je précise juste que quand vous dites voilà, la Terre est redevenue plate, c'était une image. Hein, voilà, oui, une façon de parler. Je méfie de mes... horizontale, vous avez voulu dire. Mes collègues vont me le rappeler au cas où. Hein. Voilà, qu'on ne soit pas tenté d'isoler vos propos dans une vidéo. Merci, déjà on vous applaudit. Merci beaucoup Pascal Pic. Et j'invite tout de suite Ini Lé, qui est étudiante en 2e année de double licence économie et droit à Toulouse School of Economics, à nous rejoindre. Vous avez des questions, on peut l'applaudir. Non, vous... Je reste. Voilà. Christophe, vous restez et elle va poser des questions à Pascal. Tout d'abord, bonjour Christophe, bonjour Pascal. Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais quelques questions pour venir un peu sur ce qui vient d'être dit. Vous mentionnez souvent dans votre essai, par exemple, et ici à nouveau, les différences culturelles quant au regard porté sur l'IA. J'avais une question à ce sujet. Est-ce que, d'après vous, nous devrions nous inspirer de l'approche animiste japonaise et y a-t-il d'autres approches, vous avez évoqué rapidement les États-Unis, dont nous devrions nous inspirer, nous, la culture occidentale? Non, vive la diversité d'une certaine manière, et est sûr que les différentes cultures vont aborder, on l'a évoqué d'ailleurs, ces intelligences artificielles en fonction donc de leur culture, de leur éducation, dans leur rapport à la technique ou autre, c'est très clair. Et moi je me méfie du terme de modèle, ce n'est pas une critique par rapport à votre question, mais toujours ce piège de se dire, voilà, un modèle, c'est universel, ça va s'appliquer à tout le monde. Non, moi, mon idée, c'est de se dire, regardez ce que font les autres et en quoi nous pouvons contribuer de manière intéressante à ce grand changement que nous connaissons, mais aussi en quoi nous pouvons apprendre des autres. Et ça, là-dessus, je suis très Lévi-Straussien. Claude Lévi-Strauss disait, une civilisation ne peut pas apprendre ce qu'elle est sans se confronter aux autres, mais tout en maintenant
les diversités, parce qu'il n'y a plus de diversité, mais c'est apparemment, avec ce qui avance là, ça ne risque pas d'arriver. Donc voilà, ça va être un nouveau enjeu de dialogue et qui touche en fait tous les éléments anthropologiques fondamentaux des différentes cultures qui sont réactivés, comme je le disais. Donc du cru et du cuit. Du cru et du cuit, absolument. Vous abordez justement ce point qu'il est important de collaborer, de discuter entre nous. Et vous avez aussi parlé du fait de l'importance d'évoluer et de coévoluer avec ces intelligences-là. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin et est-ce que vous auriez des conseils concrets pour évoluer avec d'autres intelligences? Bien sûr, ce qui est troublant, il y avait quelqu'un de la Poste ce matin, il se trouve que je suis intervenu pour les cadres de la Poste il y a une semaine, et je pose la question, comme ça a été fait ce matin par Madame Belfig, qui utilise une IA. Alors, c'est étonnant en fait, parce que je m'aperçois qu'il y a 10% des gens en fait qui osent lever la main. Bon, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas une majorité de personnes qui l'utilisent. Mais en plus de ça, elle lève la main de manière un petit peu honteuse. Et là, c'est extrêmement troublant parce que ça veut dire quoi? Que les personnes qui utilisent des IA le font individuellement. Et en cachette, quand ils bachotent, par exemple, quand ils rendent des devoirs à leur professeur. Oui, alors ça, les profs le voient bien, mais derrière cela, ça veut dire comment travailler collectivement avec des IA. Et ça, ce n'est pas encore le cas. Je ne le vois pas dans les entreprises, je ne sais pas comment ça se passe chez les journalistes, chez les chercheurs, mais la plupart des personnes qui les utilisent, comme moi d'ailleurs, c'est souvent sur le plan individuel et rarement d'un point de vue collectif. Et c'est là qu'effectivement, ce sont de nouvelles expériences où les différences culturelles vont être importantes. Donc, je vous l'ai dit, notre cerveau, c'est un cerveau social, c'est un cerveau qui est fait pour communiquer et échanger. Donc, il faut éviter ce piège que j'appelais narcissique, de se dire que je travaille que de mon côté et de partager ces expériences. Et plus on communique et plus on partage l'expérience, meilleur c'est pour notre cerveau d'une manière générale, mais aussi pour la société. Donc, le vrai enjeu, c'est comment, c'est pas la technologie qui fait le progrès, c'est comment une technologie participe d'un changement de société, ce qu'on peut appeler, si l'on veut après, progrès. Merci beaucoup. Là, j'aimerais qu'on parle un peu de votre nouvel ouvrage, du coup, l'IA, le philosophe et l'anthropologue, car je pense que tout le monde ici n'a pas eu la chance de le lire. Vous avez exploré de nombreux questionnements et je vais vous poser des questions à ce sujet. Beaucoup de choses ont été dites, mais selon vous, en quoi l'IA force-t-elle les philosophes occidentaux à réexaminer leur définition de l'intelligence et de la conscience? Vous l'avez rapidement évoqué, mais si vous pouviez éclairer ce point-là. Oui, si on sort du dualisme, la question est reposée, on est bien d'accord, et ça montre bien, et c'est l'objet aussi de ce livre, que la question des IA, ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question d'anthropologie, de philosophie, qui reprend tous ces éléments. Par exemple, si on pense au mode de raisonnement, Aristote avait déjà tout dit, si on peut dire, sur l'induction, la déduction, l'hypothétique déductif, ou l'abduction, c'est un terme qu'on utilise beaucoup moins. Voilà, et tout ceci, aujourd'hui, revient de manière importante, ce qui va reposer la question aussi de l'enseignement. Récemment, j'ai été invité par des profs de philo, par des élèves de terminale, et au bout d'un moment, je leur demande, est-ce que vous utilisez des IA? Alors, je vois dans leurs yeux qu'ils l'utilisent, mais ils font, non, parce que les profs veulent pas, quoi. Donc, mais je dis, mais si, il faut l'utiliser. Alors là, les profs sont pas très contents, mais je leur dis, je vais être très clair. Si vous posez des questions idiotes, vous aurez des réponses idiotes. Si vous posez des questions intelligentes, vous aurez des réponses intelligentes. Et les questions intelligentes, c'est avec vos profs. Donc, faut pas... Donc là aussi, c'est un changement anthropologique intéressant qu'on connaît déjà dans les entreprises, entre les seniors et les juniors, et ce qu'on appelle le reverse mentoring. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, c'était les seniors qui avaient le pouvoir, et mon petit, je vais te montrer. On peut toujours essayer aujourd'hui. Donc les jeunes ont des compétences qu'ont pas les seniors. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire de rétablir des connexions, etc. Mais il n'empêche que aborder ces nouveaux enjeux des intelligences artificielles requiert fondamentalement d'excellentes connaissances en philosophie, en anthropologie, avec la capacité de les maîtriser, de garder évidemment son autonomie en tant qu'individu. C'est la question de la subjectivité qui est en jeu. Grande question de philosophie. C'est la question de la subjectivité qui est en jeu là. Et derrière cela, venez voir ce qui se passe dans le champ des théories de l'évolution, parce qu'on m'a attribué d'ailleurs la paternité de ce concept. On est déjà dans ce qu'on appelle un écosystème artificiel, ce qu'on appelle le darwinisme artificiel. Vous avez déjà des machines qui communiquent entre elles, qui échangent des informations, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, avec des algorithmes apprenants. Nous baignons déjà dans un écosystème mondial artificiel
dont personne ne sait comment il évolue. Et il évolue comme un écosystème. Donc, vous voyez, ça re-questionne, anthropologie, philosophie, littérature, bien sûr. Je n'aurais pas fait ce livre sans la littérature, mais aussi les sciences. Là, donc, vous voyez, ça interpelle l'ensemble des savoirs auxquels nous sommes confrontés au cours de notre éducation, de notre parcours scolaire et universitaire, et puis aussi donc de l'histoire des idées. Voilà, l'IA, c'est un questionnement fondamental sur ce que nous sommes. Merci beaucoup. On va prendre, on vous remercie déjà, Inilé, on va vous applaudir. Merci. On va prendre des questions. J'imagine qu'il y a des questions dans le public. Qui se lance? Y a-t-il une IA dans le public qui a une question pour Pascal Pic? Pas de questions? Alors moi j'en ai une autre sinon, sur l'empathie, parce qu'en fait Pascal Pic tout à l'heure a dit qu'il était content que la machine, enfin vous avez été heureux quand la machine vous a tutoyé, vous avez dit, je te propose. La question de l'empathie, ça c'est quelque chose qu'on va voir aussi se développer dans l'IA, le sentiment, qui était aussi le grand sujet d'un film de Spike Jonze, Heure. Ce film est absolument génial. Et déjà, ceci dit, soyons clairs, ça risque d'amplifier des problèmes que nous connaissons déjà. Et merci d'ailleurs les grands auteurs de science-fiction. Et on remarquera qu'au passage, ils ne sont pas du monde de l'Europe continentale. Hey, Asimov, tout ça, ça va revenir, Asimov, avec les robots, c'est clair. iRobot et compagnie. Oui, en effet, il y a ce grand sujet de l'empathie. Et c'est ça qui est quand même extrêmement troublant dans ce très beau roman d'Ishiguro, c'est comment la machine, sans le rechercher, nous capte. Clara ou le soleil, hein, c'est Clara et le soleil. Et le soleil. Et donc, c'est l'enjeu. Maintenant, en tant qu'anthropologue, moi, je suis déjà très, très alarmé sur cette fragmentation anthropologique que l'on connaît déjà avec les smartphones. On connaît les travaux de Gérald Bronner, de Bruno Patino, etc., qui sont absolument remarquables à cet égard. Et ce qui fait une société humaine, c'est la capacité du palabre, d'échanger, de partager des émotions ensemble, de partager des repas ensemble, etc. Et aujourd'hui, nous avons, et ça vient des États-Unis bien sûr, un individualisme exacerbé par l'usage de ces appareils, qui fait qu'on n'a plus du tout le temps, ce qu'on appelle l'économie de l'attention, d'installer de la durée, comme des moments, là, on est là, on nous écoute, on nous échange. Voilà, c'est des moments qui, aujourd'hui, en dehors de ce genre de contexte, n'existent plus. Donc l'IA va nous la donner. Donc il y a un vrai problème donc, de fragmentation anthropologique avec le piège, justement, que vous évoquez, Christophe, c'est-à-dire qu'après tout, comme vous le savez, ces machines sont capables d'anticiper vos désirs, vos besoins, et c'est là qu'on revient sur le film Her. Le film Her est absolument extraordinaire parce que les gens ne savent plus écrire une histoire d'amour, enfin une lettre d'amour, ne savent plus dialoguer. Et on voit très bien dans le film que la facilité empathique de la machine dissocie complètement la capacité d'aborder les relations humaines, leurs incertitudes, leurs espoirs et leurs déceptions. Et donc ça, voilà, il y a un vrai... C'est pas que la question de l'intelligence et que les machines peuvent être meilleures que nous, c'est aussi les fondements de nos rapports sociaux et ce gros cerveau qui risque d'avoir de gros problèmes avec ça. Je vais vous livrer quelque chose. J'ai vu un film qui va sortir, ça s'appelle Baby Girl, dont on va beaucoup parler, parce que Nicole Kidman explore des fantasmes très... Et elle est responsable, elle est patronne d'une entreprise d'intelligence artificielle. Et sa réponse, elle le dit dans une sorte de statement devant... C'est face à l'intelligence artificielle, il faut encore plus d'intelligence émotionnelle. Et il lui disait, intelligence émotionnelle, pas mal comme trouvaille. Ah ouais. Vous diriez à Nicole Kidman, l'intelligence émotionnelle. C'est nouveau. Ouais. Dans Baby Girl. Ouais, Baby Girl. C'est exactement ça, effectivement. Toutes les relations humaines, pardon de me répéter un petit peu, sont toujours des avancées, des incertitudes, des déceptions ou autres. Le côté émotionnel, et ça, c'est une source d'addiction, en fait. L'addiction, ça vient d'où? Ça, en fait, c'est quand vous absorbez quelque chose, immédiatement, facilement, et vous ne pouvez plus jamais vous arrêter. Et c'est ça. Donc, et là, effectivement, il y a un côté addictif avec ces machines qui est absolument troublant, qui, en vous renvoyant, effectivement, des éléments d'attente, parce qu'elles savent lire nos émotions. Donc, la question, c'est pas de savoir si les machines connaissent l'émotion, on s'en fout de ça. Mais elles savent lire nos émotions, elles sont programmées pour cela. Par exemple, nous, sur nos smartphones, on n'a pas le droit, enfin c'est interdit, je crois, dans la législation, ce qu'on appelle le mirroring, c'est-à-dire que les caméras de vos smartphones peuvent enregistrer, si vous êtes en Chine ou ailleurs, sur TikTok, vos émotions faciales lorsque vous regardez une application. Et là, la machine, évidemment, va rentrer dans la boucle et vous n'en sortez plus du tout. Nous, on a encore une législation qui empêche cela. Mais on voit
ce que j'appelle moi le piège inarcissique auquel on est confronté dans ce miroir artificiel qui est fait de facilité. Si toute l'évolution humaine, c'est ça, c'est être capable de sortir, on l'a dit ce matin, de sa zone de confort et d'aller vers les autres ou aller vers d'autres éléments de ce qui nous entoure dans notre environnement. Et c'est ça aujourd'hui qui est complètement, qui est un défi pour le monde de demain. Donc c'est une grande question d'éducation. Le vrai sujet, c'est que l'usage de ces machines ne fait pas l'objet encore aujourd'hui d'un véritable enseignement, ce qui devrait être enseigné à l'école, au collège, au lycée ou autre. Et ça, c'est un énorme déficit auquel nous sommes confrontés. Et à partir de là, les notions d'éthique, de comportement émotionnel et autres auront un sens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci encore Pascal Pic pour cette belle session. Et si vous souhaitez prolonger le plaisir, Pascal Pic va dédicacer tout de suite son livre à l'accueil. Vous allez justement à l'accueil pouvoir tester notre Escape Game Climat. Vous allez pouvoir vous challenger sur des quiz ou des expériences de réalité virtuelle. Et si vous ne savez pas comment ambiancer la soirée anniversaire en US de votre cousin à laquelle vous êtes invité de force, venez créer un véritable tube audio en 10 minutes grâce à l'IA. Ce sera juste à côté de votre dédicace, vous verrez. On fera la musique pendant que vous dédicacerez. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'un autre sujet d'une grande acuité, eaux usées, la France à la traîne. À tout de suite.